Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence consacrée à Spartacus. Ça fait plaisir de voir une salle comble. Je vois que la formule Panem et Circenses est toujours d'actualité. Je vous présente très brièvement notre invité du jour, Éric Tessier, qui est maître de conférence à l'Université de Nîmes, avec l'habilitation à diriger les recherches, et qui a eu un parcours intéressant. Il a commencé sa carrière comme historien de l'époque moderne. Et puis, aux environs de l'an 2000, pour des raisons inexpliquées, il s'est converti à l'Antiquité. Alors, en tant qu'antiquisant moi-même, je ne peux que le féliciter évidemment pour cette conversion. Et il est devenu, en quelques années, l'un des spécialistes de la gladiature. Il a d'autres sujets d'intérêt, comme la vie de Pompée, il prépare une biographie sur l'empereur Commode, mais il a 3 importantes publications consacrées à la gladiature, 2 travaux scientifiques qui présentent la gladiature en tant que telle, qui combinent l'approche classique, c'est-à-dire interprétation scientifique des sources littéraires, des documents épigraphiques et des documents iconographiques, et puis ce qu'on appelle aujourd'hui l'archéologie expérimentale, qui constitue donc à reconstituer les équipements, les objets de l'Antiquité avec les techniques de l'Antiquité, et puis ensuite à essayer de les utiliser pour comprendre comment les choses fonctionnent. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un bouclier en main, comment fonctionnent les casques, l'épée, comment on l'utilise. Ce sont 2 approches très complémentaires et très efficaces qui permettent de bien mieux comprendre comment fonctionnait la gladiature à l'époque. Et puis son 3e livre, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est cette biographie de Spartacus, dans laquelle, pour ceux qui l'ont lu, Éric Tessier remet en question bien des mythes qui sont souvent des mythes modernes, qui remontent au 19e, au début du 20e siècle, qu'on a par rapport à ce personnage à la fois tragique et fascinant. Et donc, je lui cède immédiatement la parole pour cette conférence. Merci beaucoup. Bonjour, merci de votre accueil. Et s'il vous plaît, si je pouvais avoir la montre justement, pour respecter le timing. Voilà. Bien, bonjour, donc on va parler de Spartacus, entre le mythe et l'histoire. Donc Spartacus, c'est un personnage que tout le monde connaît. Si on demandait aux gens dans la rue de citer 3 Romains célèbres, il y aurait sûrement Spartacus dedans, ce qui horrifierait les Romains. Et c'est évidemment tout le poids du cinéma, le poids du roman. Alors Spartacus, j'ai essayé donc de revenir sur le véritable Spartacus. Et finalement, quand on interroge les sources de l'époque, il n'y a pas énormément de choses, quelques pages seulement, chez Plutarque, Florus, Appiens, Sallust, Tite-Live. Bon, comme ça fait une liste qui paraît assez longue. Mais Plutarque n'a pas consacré une biographie à Spartacus, il n'en parle seulement qu'à travers Pompée notamment. Donc il n'y a aucun récit contemporain très précis sur Spartacus, il n'y a aucune source du côté des esclaves, bien sûr, il n'y a absolument aucune image de Spartacus, aucune représentation, et donc tout ça a laissé beaucoup de place au roman donc, et au mythe. Alors, en plus, surtout quand on est sur deux sujets qui sont porteurs, l'esclave et le gladiateur, donc évidemment c'est la source de nombreux fantasmes, depuis longtemps, depuis les romans, du début du XXe siècle, on en reparlera, et jusqu'à des séries récentes, hollywoodiennes, avec beaucoup d'hémoglobine. Alors, il faut revenir un peu à la réalité des choses, de ce que c'est que la gladiature, de ce que c'est que Rome à cette époque-là, très rapidement. Nous sommes en 73 avant Jésus-Christ, nous sommes à la fin de la République, on peut dire, même si on ne sait pas encore que c'est la fin de la République à ce moment-là. C'est une République qui est aristocratique, qui n'est absolument pas démocratique, si on peut dire cela, une république donc aristocratique qui est traversée de nombreux conflits. Il y a eu justement les conflits liés à la guerre sociale, ce qui est une appellation qui est un peu trop trompeuse. Il y a cette guerre civile qui est latente aussi dans cette Italie. Et en plus de se battre entre eux, les Romains, pour des questions politiques, ils réussissent le tour de force dans le même temps de conquérir le monde. Ils sont en train de conquérir la Méditerranée. Ça a commencé finalement après la deuxième guerre punique, après la bataille de Zama. Il n'y a plus vraiment d'adversaires au niveau des légions romaines. Donc évidemment, les Romains en profitent et s'étendent à la fois sur l'Occident et sur la partie orientale. C'est aussi un système qui est esclavagiste, qui n'a rien d'exceptionnel à cette époque-là. Ce n'est pas les Romains qui ont inventé l'esclavagisme, loin de là.
Mais les Romains, comme toute chose, n'inventent pas l'objet, mais le développent jusqu'à finalement à des niveaux très importants. C'est vrai qu'il y a énormément d'esclaves à Rome, pour des raisons qui sont liées justement à ces conquêtes. Chaque conquête ramène des dizaines de milliers d'esclaves, des esclaves qui peuvent avoir différentes fonctions. Il peut y avoir des esclaves qui sont très bien soignés, très bien finalement traités. Ça peut être des sculpteurs, ça peut être des musiciens, ça peut être des artistes. Il y a les esclaves aussi des champs qui, eux, sont là pour trimer, et là, n'ont pas beaucoup d'espérance de salut. Et il y a les esclaves encore pires qui, eux, travaillent dans les mines, dans les carrières, et ceux aussi qui vont servir de gladiateurs. On en reparlera. Donc c'est un monde où les esclaves sont nombreux, et apparaît donc à ce moment-là un esclave qui s'appelle Spartacus. Spartacus, ce que l'on sait de lui, pas énormément de choses. En plus, les sources de l'Antiquité ne disent pas toutes exactement la même chose. Là où on est d'accord, c'est pour dire que c'est un esclave qui vient de Thrace. La Thrace, grosso modo, c'est la Bulgarie actuelle. Les Thraces constituent un peuple guerrier, assez rigoureux, assez dur pour les Romains qui ont du mal justement à conquérir la Thrace. Il y a eu plusieurs campagnes. Et ce que nous disent les sources, suivant donc les auteurs, c'est que Spartacus peut être, selon les uns, un brigand. Selon les autres, et ça c'est intéressant, c'est un ancien auxiliaire de l'armée romaine qui a déserté, qui a pu devenir donc brigand ensuite, qui a été capturé, qui est devenu esclave comme ça. Donc c'est intéressant cette idée, moi je pense que c'est probablement juste, l'idée comme quoi, que selon laquelle Spartacus a déjà une expérience militaire. On le verra, c'est un organisateur, c'est quelqu'un qui est un véritable meneur d'hommes. Je pense même qu'il doit avoir une origine aristocratique, c'est une hypothèse, mais qui se fonde sur quelque chose de concret, c'est qu'il combat à cheval. Il a un cheval de guerre, il combat donc, et c'est un des rares d'ailleurs à être à cheval dans cette histoire-là, du côté des esclaves bien sûr. Donc ça suppose évidemment qu'il ait appris l'équitation avant justement de devenir esclave. Donc c'est un personnage donc, qui a un passé militaire. On ne sait absolument pas par ailleurs quel âge il peut avoir, mais je le situerai grosso modo vers 25 ans. On imagine guère un gladiateur qui soit plus âgé, entre 25 et 30 ans en tout cas. Et donc cet esclave va être ramené à Rome, probablement en 74 avant Jésus-Christ. Il est vendu dans un lot, c'est-à-dire un lot de Thrace, qui est vendu. Pourquoi un lot? Parce que justement, ces hommes-là qui sont avec lui ne sont pas des poètes ou des musiciens, c'est-à-dire que ce sont des guerriers. Que voulez-vous faire avec des hommes dont le seul métier c'est de se battre, de tuer d'autres gens? Vous n'allez pas leur confier la garde des enfants, ça serait un peu périlleux, d'autant qu'on prétend que les Thraces adorent dévorer le cerveau de leurs ennemis. Vous voyez, bon, peut-être des légendes, mais enfin, ils ont quand même une réputation à défendre. Donc, qu'est-ce que vous voulez en faire, sinon les mettre dans des mines de plomb ou dans des carrières de pierre pour les faire mourir assez rapidement, ou alors utiliser leurs compétences, c'est-à-dire en faire des gladiateurs. La gladiature, justement, à cette époque-là, on va en dire un mot parce qu'elle est particulière. Et donc c'est le sort qui va être réservé donc à cet esclave, qui va être vendu au ludus du laniste Batiatus à Capoue. Alors, le ludus, c'est quoi? Le ludus, c'est une école de gladiateurs, c'est-à-dire un endroit où on dresse les gladiateurs, où on leur apprend des techniques, parce que c'est pas le tout de se battre. Il faut oublier ce que vous avez vu dans les péplums, et notamment un qui est magnifique, Gladiator, en 2000, ce qui est à l'origine d'ailleurs de ce basculement, c'est pour ça, je l'avoue en public, mais pas que ça sorte de là. Donc Gladiator, qui est un film magnifique, mais sur lequel tout ce qu'il y a sur la gladiature, c'est faux. Donc pour moi, c'est très bien, ça me permet, quand je fais des conférences sur la gladiature, je m'appuie dessus. L'idée, c'est quoi? C'est que les Romains, ce qu'ils recherchent, c'est pas l'hémoglobine, c'est pas les torrents de sang, mais c'est justement le geste technique. Les Romains s'appellent eux-mêmes les fils de Mars. C'est pas pour rien. Ils ont dans cet héritage, eh bien finalement les vertus guerrières. Ils ont cet héritage militaire. Et donc pour eux, les gladiateurs constituent une sorte de conservatoire de ces vertus guerrières, de ces techniques de combat. Et ça, c'est très important parce que justement, si le but était de les massacrer, comme on voit dans les
films à coups de hache ou de fléaux d'armes, enfin autant de choses qui ne sont jamais utilisées dans la gladiature, on ne s'embêterait pas justement à les entraîner dans ces écoles de gladiateurs. Alors le laniste aussi, qu'est-ce que c'est le laniste? En fait c'est un mot lanista qui est d'origine étrusque et qui à l'origine voudrait dire le marchand de viande. Donc ça c'est aussi très clair. C'est une forme spécifique de marchand d'esclaves en fait, de marchand d'esclaves qui est là pour justement constituer une troupe de gladiateurs qu'il va louer ou qu'il va vendre à des notables qui veulent justement organiser des combats de gladiateurs. Alors pourquoi on les organise à cette époque-là? Essentiellement justement pour des raisons funéraires. Quand un notable vient à mourir, il est de bon ton que le fils organise des combats de gladiateurs, parce que ça montre la richesse du personnage, puis ça plaît au public, ça plaît de plus en plus au public romain. Et donc il faut fournir à la demande, et donc il faut entraîner ces gladiateurs. Alors là, je prends des photos du film de Kubrick. Là aussi, on est très très loin de la réalité avec cette sorte de quintaine qui est du Moyen-Âge. En fait, vous tapez sur le bouclier, puis le bras bascule et vient vous frapper. Donc ça n'existe pas. En fait, on s'exerce sur les types de gladiateurs de l'époque. C'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi pour comprendre la gladiature, et ça on ne le voit jamais dans les films. Même à cette époque-là, déjà à cette époque-là, il y a une notion fondamentale dans la gladiature, c'est les armaturés. L'armatura, on peut traduire ça de manière un peu paresseuse par armure. Et quand je vous dis armure, vous voyez un chevalier qui est recouvert de fer. C'est pas ça. Il y a un mot équivalent en grec, c'est panoplia. Alors la panoplia, c'est la panoplie. Donc là, on comprend un peu mieux. Comme je dis, il n'y a jamais l'arc de Robin des Bois dans la panoplie de Zorro, ni le contraire, ni l'épée dans celle de Robin des Bois. Donc une panoplie, c'est un ensemble d'équipements qui est cohérent et qui est toujours le même, qui a toujours une fonction technique et une fonction aussi symbolique. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il existe ce que j'appelle la gladiature ethnique. C'est-à-dire que les gladiateurs représentent d'anciens ennemis de Rome. Et donc parmi eux, il y a le samnite, donc qui a ce type de bouclier, ce type d'arme. Il y a le gaulois, qui est aussi un gladiateur, le gladiateur gaulois qui combat dans cet équipement. Il y a le thrace, puisque là on est justement dans l'époque, à partir du IIe siècle, où les Romains ont conquis le monde oriental, et le thrace, c'est cette épée courbe, la sicca, qui évoque justement l'Orient. Donc on a déjà cette structuration donc, des types de gladiateurs qui permet d'offrir donc, des combats différents. C'est ça que le public recherche. Par contre, à cette époque-là, il n'est pas question de gracier le gladiateur. En fait, il y a tellement d'esclaves, il y a tellement de gladiateurs que tout simplement le vaincu est condamné à mort. C'est après justement que l'on va déterminer cette idée que le public pourra influencer l'éditeur pour gracier, pour ne pas tuer celui qui a été vaincu du moment qu'il a bien combattu. Alors ce sort, les gladiateurs du Ludus de Capoue le connaissent. Au printemps 73, c'est l'évasion. Avec 80 gladiateurs, toutes les sources disent à 4 ou 5 près le même chiffre, donc ce n'est pas une troupe énorme qui s'en va donc de ce Ludus. On sait qu'ils sont germains, ils sont gaulois et ils sont thraces. Ce sont tous des prisonniers de guerre, ce sont tous des combattants, d'anciens guerriers, et qui échappent par là, en tout cas provisoirement, à la mort. Ils savent ce qui les attend, s'ils se font capturer, ils seront crucifiés, mais justement, au moins ils ont l'opportunité peut-être de prolonger un peu leur existence. Alors ils s'échappent avec des bâtons, des broches, ce qu'ils ont pu trouver pour se débarrasser de leur garde, et ils n'ont pas d'armes, il n'y a pas vraiment un projet derrière tout ça. Alors, justement, quelles armes? Les sources nous disent quelque chose qui peut paraître un truc de scénariste hollywoodien, mais qui est tout à fait plausible, c'est-à-dire qu'en sortant de Capoue, ils tombent sur une charrette, une voiture dans laquelle il y a des armes de gladiateurs. Oh, alors là, c'est extraordinaire. C'est logique. C'est logique parce que dans le Ludus, ils s'exercent avec des armes en bois. Ils ne sont pas fous, les gardiens. Ils ne vont pas leur donner de vraies armes. Et lorsqu'il y a des vraies armes pour les combats, c'est quand justement il va y avoir un combat avec de véritables armes. Donc c'est tout à fait logique qu'il y ait eu peut-être la prévision d'un combat à mort pour le lendemain, que ces armes qui doivent aller d'une ville à l'autre soient fournies à Capoue et que les évadés, par un coup de chance, finalement, tombent sur cette voiture et s'emparent donc des armes réelles, cette fois, de gladiateurs. Donc, les armes, ils les trouvent. Ensuite, pour aller où? Pour aller, en fait, pas très loin. On a Capoue qui est ici.
et ils vont traverser donc une partie de la Campanie, ils vont se réfugier sur le Vésuve, tout en haut. Bon, il n'a pas encore explosé, on ne sait pas encore que c'est un volcan qui va un jour donc exploser. C'est une montagne qu'on voit de loin. Et donc, ils vont se réfugier là parce qu'on ne pourra pas les déloger. Pour quel projet ? Certainement pas un projet de révolution. Spartacus n'a pas l'objectif de libérer les esclaves. On verra qu'il va faire lui-même des prisonniers, qu'il aura des esclaves. Mais par contre, c'est les esclaves qui vont entendre parler de cette troupe de gladiateurs, qui vont, pour vivre, attaquer les très nombreuses fermes qu'il y a dans cette région-là. C'est une région très riche, viticole. Et donc, du coup, il va y avoir des esclaves qui vont rejoindre ces gladiateurs. Alors, au début, peut-être qu'ils ont dit qu'ils n'en avaient pas besoin, ils ne recherchaient pas à faire une armée, mais en même temps, ils viennent d'origines différentes, des Germains, des Gaulois, des Thraces, et lorsque c'est des esclaves qui étaient de la même origine qu'eux, ils ont dû donc les accueillir parmi eux. Alors, c'est une forteresse naturelle qui domine toute la Campanie et qui fait que sous les yeux de dizaines de milliers d'esclaves, certainement, parce on le voit de très loin, ils doivent se dire, mais il y a là-haut des gens qui se sont libérés, il y a là-haut des gens qui menacent les maîtres, et c'est vrai que les maîtres ont peur de cette bande de 80 gladiateurs, c'est des bêtes à tuer, les gladiateurs, et donc personne ne peut vraiment les arrêter, surtout pas les milices locales. Donc, il faut dire que l'histoire de Spartacus, elle tombe à un moment particulier. Il aurait fait sa révolte un an plus tôt, peut-être, ça n'aurait sûrement pas eu le même retentissement. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on est dans une Rome conquérante qui est occupée ailleurs. On a deux grands généraux, Pompée et Lucullus. L'un est en Espagne, l'autre est en Orient contre Mithridate VI. Et du coup, en Italie, excusez-moi, j'avais pas le buste de Spartacus, hein, j'ai pris ce que j'avais. Et donc en Italie, il reste plus de troupes, on va dire, organisées, de troupes bien équipées, bien entraînées. Et donc ce que l'on envoie contre Spartacus, au bout d'un moment, au moment où il a déjà pu se renforcer, c'est 3000 légionnaires qui sont des nouvelles recrues, des légionnaires qui n'ont pas d'expérience et qui sont écrasés par Spartacus. Et donc certainement, cette première véritable victoire va avoir un retentissement et lui ramener d'autres ralliements. Alors, est-ce que Spartacus est un libérateur ? Je dirais que non, en fait. Je pense qu'il subit ce mouvement, cette guerre des esclaves. C'est la troisième, il y en a eu déjà 2 en Sicile précédemment, plutôt qu'il ne va vraiment vouloir le développer. Il faut dire que c'est des prisonniers venus de toutes parts qui vont le rejoindre. Il y a des esclaves qui viennent un peu de tout le monde méditerranéen. Il y a des Italiens qui ont été finalement les victimes de cette guerre des alliés, la guerre sociale. Beaucoup de libres aussi déclassés qui le rallient. En fait, il faut comprendre que l'armée de Spartacus, elle est extrêmement hétéroclite. Ça sera une des raisons de son échec. Lui est un grand organisateur, c'est un général. Même les Romains sont obligés de le reconnaître, même si ça les embête un peu. Et donc, c'est pas véritablement un révolutionnaire, c'est un homme de son temps. Il n'a jamais rien dit contre l'esclavage. Alors, j'ai mis aussi ces 2 photos du film avec une femme. Et là aussi, des fois, le scénario de l'histoire est mieux que le scénario du cinéma. Il y a bien une femme dans cette histoire-là. Spartacus, et les sources nous le disent, a été vendu avec sa femme. Et sa femme, c'est une prêtresse du culte de Dionysos. Donc, il faut certainement imaginer que dans l'esprit de cette époque-là, plutôt que d'essayer de voir ça avec nos yeux à nous, il y avait un caractère religieux là-dedans. On sait que les 2 premières révoltes d'esclaves en Sicile avaient été justement soutenues par le caractère un peu prophétique des chefs qui avaient pu se mettre à la tête de ces 2 premières révoltes. Certainement, même si les sources ne le disent pas vraiment, elles ne font que citer justement cette femme, dont on ne connaît même pas le nom, il doit y avoir un côté prophétique autour de Spartacus, grâce à cette femme qui a pu, peut-être, c'est une hypothèse, lui donner une certaine autorité par rapport à un ensemble hétéroclite. Alors une fois qu'ils sont sortis du Vésuve, il va y avoir donc un moment où des milliers d'esclaves mettent la Campanie à feu et à sang
Il y a véritablement donc des villes qui sont prises à ce moment-là, pas de très grandes villes, mais comme Nuceria, comme Nola, des villes qui n'étaient pas très défendues. Bien, les esclaves rentrent dans la ville, tuent les maîtres, libèrent les esclaves. Il y a sûrement des règlements de compte à ce moment-là. Et donc Rome doit envoyer donc une nouvelle armée contre Spartacus. Alors, les gladiateurs ne sont pas unis. Il y aura toujours dans cette histoire-là, à la fois d'un côté des Thraces, qui sont avec Spartacus, qui sont certainement son noyau dur, et des Gaulois. On a des noms de chefs comme Namus qui font souvent bande à part. Et ça va être finalement, là aussi, la raison de l'échec de Spartacus. Ce gladiateur Namus qui a des Gaulois qui vont avec lui se sépare de Spartacus, et évidemment, donc, les Romains vont écraser une première fois donc, les Gaulois. Spartacus, lui, va s'enfuir avec ses troupes. Il part vers l'Adriatique et, contre toute attente, il va remporter plusieurs victoires contre les Romains, contre les troupes romaines qui ont été envoyées contre lui. Mais encore une fois, les grands généraux, les généraux qui ont de l'expérience sont ailleurs, ils ne sont pas là. Les troupes expérimentées, là aussi, manquent. Et Spartacus, qui est certainement un meneur d'hommes, qui a avec lui certainement aussi une élite de combattants, ces gladiateurs qui ont été formés pour ça, va l'emporter. Il l'emporte aussi, je pense, pour des raisons psychologiques. Les Romains ont créé quelque chose, au fond, qui leur font peur. La réputation d'un gladiateur, c'est justement d'être quelqu'un qui est une bête de combat. Il faut imaginer ces jeunes légionnaires qui ont peut-être 20 ans, qui ont jamais ou très peu touché un glaive et un bouclier, qui se disent qu'en face d'eux, donc, il y a ces gladiateurs donc, expérimentés, certainement qui perdent beaucoup de leurs moyens. Et souvent, on voit d'ailleurs dans les textes les troupes romaines qui se débandent, qui abandonnent leurs armes et qui partent en courant. Alors là, ça a deux conséquences. La première, c'est que les esclaves qui ont rejoint les gladiateurs ont des armes pour s'équiper, ils vont récupérer les armes de l'adversaire. Mais il y a aussi un autre problème que l'on voit, c'est qu'à chaque fois, les Romains se débandent, mais les gladiateurs n'ont pas de cavalerie pour poursuivre les fuyards, et donc ces défaites sont jamais des défaites définitives. Souvent, on voit ces légionnaires qui ont été récupérés, rééquipés, et qui reviennent. Donc le manque de cavalerie va être une faiblesse pour Spartacus. Donc ils se retrouvent donc, dans le sud de l'Italie, puis ils vont aller jusqu'à Thurium, enfin, cette région-là donc, de la Botte, la pointe de la Botte, où ils vont passer l'hiver, entre l'hiver donc 73 jusqu'au début du printemps 72. Alors, c'est là justement que va se forger, on va dire, bien plus tard, des siècles plus tard, la légende. C'est ce que les romanciers vont appeler la cité du soleil. C'est très joli. Ça pourrait aller aussi pour un camping naturiste, hein, vous me dites, mais bon. C'est donc des textes qui datent pour certains donc, de l'entre-deux-guerres, notamment de Marcel Olivier, qui est très peu connu ce texte-là, mais qui a beaucoup inspiré Arthur Koestler, qui est plus connu, et Oswald Fast, donc ensuite après la Seconde Guerre mondiale. L'idée c'est quoi ? C'est qu'au fond, on va, en tordant évidemment un peu les sources qui sont limitées, on va faire de Spartacus une sorte de proto-communiste. Kessler d'ailleurs donc, est au Parti communiste. Il a cette image finalement de Spartacus qui organise en fait un kolkhoz. Tout ça pourquoi ? Parce qu'un texte dit que Spartacus a interdit à ses esclaves d'avoir de l'or et de l'argent. Bon, parce qu'ils ont pillé évidemment beaucoup de choses. Il interdit justement l'or et l'argent à ses esclaves. Du coup, on conclut, vous voyez, c'est un communiste, il n'aime pas l'argent. Donc c'est quelqu'un de très bien. En fait, il interdit ça pour garder lui l'argent, pas pour lui personnellement, mais pour éviter qu'il y ait des disputes entre ses esclaves sur le butin, et pour pouvoir acheter des choses, justement, des armes notamment, et ça les textes le disent aussi, pour équiper donc son armée. Donc, dans la réalité, Spartacus n'organise pas une société idéale, égalitaire, une sorte de kibbutz ou une sorte de kolkhoz, mais une véritable armée de 100 000 hommes. En fait, c'est un homme de guerre, c'est pas un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui va forger des armes, qui va fabriquer des boucliers, qui va entraîner ces esclaves qui viennent un peu partout pour en faire une véritable machine de guerre. Donc, on arrive... Alors bon, il n'y a pas que ça aussi. Un point important pour dire que finalement,
c'est un drôle de révolutionnaire, c'est qu'il s'empare de tous les symboles de Rome. Et ça, les textes le disent. Il s'empare des faisceaux de licteurs, des consuls, des préteurs qu'il a vaincus. Il s'empare des aigles, des légions qu'il a vaincus. Et il les fait porter devant lui, il les fait porter devant Satan. Donc comme s'il voulait récupérer finalement les symboles forts de Rome de cette époque-là. Pour le reste, c'est une armée assez hétéroclite, qui ressemble certainement un peu à ça, avec des boucliers qui sont empruntés aux légionnaires romains qu'on a vaincus, des casques aussi, et d'autres esclaves qui sont équipés de manière beaucoup plus légère. Mais ça ressemble finalement un peu, ce partage entre infanterie lourde et infanterie légère, aux armées de l'époque. La faiblesse aussi, je vous l'avais dit, c'est l'absence de cavaliers, évidemment. Mis à part quelques-uns, ces esclaves des champs qui se sont rebellés, ils n'ont pas fait équitation quand ils étaient petits. Ils n'allaient pas au poney, quoi. Donc forcément, c'est une armée de fantassins, et il manquera toujours cette cavalerie pour finaliser. Autre faiblesse, la division. Rebelote au printemps 72, Crixus, le crépus. C'est un Gaulois, un gladiateur gaulois. Lui aussi, il fait bande à part. Il se sépare de Spartacus. Il n'y a pas, esclaves de tous les pays, unissez-vous. Pour ça, il n'avait pas encore entendu les leçons de Marx. Et donc, Crixus va s'éloigner du gros de la troupe et il sera vaincu une deuxième fois par les Romains et perd donc 20 000 hommes dans cette bataille. Alors lui, par contre, Spartacus, lui, ne va pas se disperser. Crixus, lui, et son armée est écrasée au mont Garganus, lui-même est tué. Et Spartacus va suivre cette route à travers les Apennins, certainement des routes de transhumance, des sentiers de bergers, qui lui permet finalement de remonter vers le nord. Donc il a cette longue marche, il va à plusieurs reprises vaincre des armées qui sont mises sur son passage. Il y a plusieurs victoires de Spartacus, notamment contre 2 armées consulaires, encore des aigles, encore des faisceaux de licteurs récupérés. Et humiliation suprême, et là aussi on voit que c'est finalement pas vraiment un doux poète, Spartacus, avec les prisonniers qu'il fait de ses armées romaines vaincues, il va les contraindre à combattre eux-mêmes comme gladiateurs. Donc ça montre aussi l'importance de la gladiature à cette époque-là. C'est pas une importance seulement romaine, et il le fait, c'est explicite, en honneur de Crixus qui est mort. C'est-à-dire qu'il fait un combat funéraire. Et il offre aux man de Crixus et à ses soldats, les soldats romains qui sont contraints de s'entretuer pour eux. Donc là aussi, on voit qu'il reprend complètement les codes de la gladiature romaine et de cette époque-là. Alors, le projet, c'était quoi ? C'était d'aller vers le nord. Et il se trouve qu'arrivé sur le Pô, il fait volte-face. Les textes disent d'ailleurs qu'il tue les prisonniers romains qu'il avait fait, qu'il tue même le bétail. Et rapidement, il redescend vers le sud. Alors pourquoi ? C'est un mystère, les sources ne nous le disent pas. On peut faire une hypothèse. Il arrive là, donc il est au printemps. Il peut y avoir donc à ce moment-là justement des crues. Après la fonte donc des neiges, le Pô peut être justement en crue. On peut imaginer que les populations du coin ont enlevé toutes les embarcations. Il n'a pas les moyens techniques de traverser ce fleuve en crue avec peut-être 100 000 hommes avec lui. Et donc il fait volte-face. Il y a aussi des colonies romaines dans cet endroit-là, donc ils ne vont certainement pas s'ouvrir à lui. Les villes se ferment. Il a un problème, donc il doit rebrousser chemin. Qu'est-ce qu'il voulait faire au-delà? S'il avait pu passer le Pô, on ne peut faire que des hypothèses. Imaginez qu'il passe par les Balkans, par l'Illyrie pour rejoindre la Thrace. Peut-être, ça fait quand même une longue marche. Mais en tout cas, il n'avait pas trop d'autres solutions. La porte est fermée donc vers le nord, il revient vers le sud, remporte d'autres victoires, et là, Rome commence vraiment à avoir peur. C'est là qu'intervient Marcus Licinius Crassus, qui va devenir le sauveur de Rome. Alors Crassus, qui va être un des 3 personnages du futur triumvirat avec Pompée et César, c'est un homme important, c'est un homme politique. C'était un lieutenant de Sylla, c'est quelqu'un qui est ambitieux, puis surtout il est richissime. Crassus est un homme, on pourrait dire Crassus riche comme Crésus. Il a beaucoup d'argent, il va utiliser justement cet argent pour mettre cet argent au service de Rome, pour lever pendant l'été 72 une nouvelle armée. Il a une grande clientèle, Crassus, il doit avoir parmi sa clientèle d'anciens centurions, des gens expérimentés, et on a l'impression que cette armée de Crassus, elle tient un peu plus la route que les autres. Il faut dire qu'il n'y va pas avec de main morte.
il va remettre en place un vieux châtiment militaire qui était tombé en désuétude, c'est la décimation. Il a une de ses cohortes qui a cédé face à Spartacus dans une escarmouche. Le régime va être simple, il récupère donc ces soldats qui se sont débandés. Une cohorte, c'est 500 hommes, et 1 sur 10 qu'on tire au sort, et 1 sur 10 qui est tué à coups de bâton par les autres légionnaires, devant, évidemment, les autres cohortes rassemblées. Alors là, évidemment, ça refroidit, parce que du coup, à partir de là, les légionnaires auront davantage peur de leur chef que des gladiateurs eux-mêmes. Il va faire changer, finalement, la peur de camp. Et donc Spartacus comprend qu'il a affaire à quelqu'un de déterminé, et Spartacus va s'enfuir. Il ne cherche pas le combat. Crassus le suit prudemment. Lui non plus ne veut pas engager le combat. Et il va donc, Spartacus, aller jusqu'à la pointe de la botte, à Reggio di Calabria, Regium à l'époque. Et du coup, une fois que Spartacus sera dans ce bout du monde, eh bien, Crassus va édifier une ligne qui devait ressembler à peu près à ça, une ligne de fortification donc en bois, avec des pièges, avec des fossés, ce que fera César peu de temps après à Alésia, pour justement enfermer, donc derrière cette ligne qui fait 50 km de long quand même, l'armée des gladiateurs ici. Alors c'est vrai que Spartacus avait un projet. Le Spartacus voulait tenter de passer en Sicile. Oui, il a fait tout le tour de l'Italie. Il veut aller en Sicile parce que l'île de Sicile est remplie d'esclaves qui se sont révoltés déjà 2 fois. Mais il faut passer le détroit. C'est là où justement on tombe de Caribe en Scylla, ces 2 écueils. Il n'y a que 3 km de large. On dirait, bon, on la touche, la Sicile. Mais c'est un endroit extrêmement difficile pour traverser. Donc il faut des bateaux. Et pour ça, il va s'adresser à des gens qui sont capables de travailler avec des esclaves. C'est les pirates. Donc les pirates infestent la région à ce moment-là, et Spartacus, il a du butin, il a de l'or, c'est pour ça qu'il ne le laissait pas donc, entre les mains de ses soldats. Il va dire aux pirates, je vous donne de l'or, faites passer mon armée. Mais est-ce qu'on peut se fier à un pirate? C'est évidemment dans le film de Kubrick, on voit cet acteur qui a... On a envie de lui faire confiance, je veux dire, on voit quelqu'un de parole, c'est évident. Qu'est-ce qui se passe? Les pirates viennent, prennent l'or des esclaves et repartent sans eux. Donc Spartacus reste sur la plage avec ses compagnons. On peut imaginer qu'il y a dû y avoir quelques discussions assez sévères. Déjà que l'armée n'était pas vraiment, n'avait pas beaucoup de cohésion entre les différents partis ethniques, on va dire, les Germains, les Gaulois d'un côté, les Thraces de l'autre, certainement aussi des Italiens qui se sont ralliés. Ça a dû évidemment beaucoup discuter, et Crassus qui a fermé la porte et qui a fait cette ligne de défense. Donc Spartacus est assiégé, il est obligé de forcer cette ligne, une ligne où, selon les sources, il a fait même crucifier des prisonniers romains pour terroriser donc les soldats romains qui étaient sur cette ligne. En cela, c'est quelqu'un évidemment qui va renverser complètement les codes. C'est quelqu'un qui va utiliser l'arme psychologique pour terroriser, pour terrifier finalement l'adversaire, en retournant contre ses adversaires à la fois ses symboles et ses châtiments. Donc Spartacus parvient à percer cette ligne. Il traverse donc la ligne et en plein hiver donc va à nouveau repartir vers le nord de l'Italie. 3e édition, encore une fois, décidément, les Gaulois, c'est vraiment fait pour la dissension. Les Gaulois, on n'a pas changé, on est bien les bons héritiers des Gaulois. Mais encore une fois, donc, les Gaulois font bande à part et sont vaincus par Crassus. Ce sera vraiment le drame de Spartacus, qui n'aura jamais réussi à maintenir la cohésion de son armée. Chaque fois qu'elle était en cohésion, il était invincible, et chaque fois que les Romains donc, ont pu s'attaquer aux Gaulois seuls, en tout cas à 3 reprises, ils l'ont emporté et ont affaibli Spartacus. Donc il va y avoir une ultime bataille qui met Spartacus et Crassus face à face. Ultime bataille qui se situe donc dans le sud de la Campanie. Les textes nous racontent comment ça s'est passé. Spartacus va faire un geste qui est probablement authentique, probablement juste. Il a un cheval de guerre qu'il a utilisé jusque-là, et il égorge son cheval devant ses troupes, en disant, voilà, de toute façon, je vais combattre avec vous. Si on est victorieux, je prendrai le cheval de Crassus. Si on est vaincu, j'aurai plus besoin d'un cheval. Donc il y a un côté sacrificiel, il y a un côté aussi, vous voyez, je resterai avec vous jusqu'au bout. Puis il y a un côté aussi, finalement, il a une idée derrière la tête. L'idée, c'est qu'il a l'objectif, avec certainement un commando de gladiateurs, les gars les plus performants, de percer les lignes de Crassus et d'aller lui-même tuer Crassus de l'autre côté des lignes, puisqu'on
distingue, là, on est assez près pour voir le général adverse. Il va presque y réussir, donc il va franchir plusieurs lignes. Les textes nous disent qu'il tue lui-même 2 centurions. Un centurion de légion, c'est pas un enfant de cœur non plus, donc c'est des gars qui savent se battre, il en tue 2. Il est blessé par des flèches, et il finit par être tué, donc au milieu de ces hommes, et l'armée donc de Spartacus est écrasée. Crassus a sauvé Rome, il a réussi donc à éliminer ce danger. Donc il a eu une vie de gladiateur et une mort de général, et c'est même les sources antiques qui sont bien obligées de le dire. Donc ça va donner une image assez paradoxale de Spartacus pour les anciens, qui est à la fois le pire des brigands, le pire des hommes, un gladiateur, donc c'est pire qu'un esclave, un homme révolté, un esclave révolté, mais en même temps qui réussit à avoir cette mort assez héroïque. Alors, mars 71, c'est pour les Romains la fin de la 3e et dernière guerre civile. C'est 6000 croix aussi qui sont plantées, c'est les 6000 survivants de l'armée de Spartacus. Crassus va les planter donc sur la voie Appia, entre Capoue et Rome. Donc c'est une façon d'indiquer, c'est par où c'est, Rome c'est par là, et Capoue c'est par là. Donc c'est une façon aussi de montrer aux esclaves ce qu'il en coûte de se révolter, et aussi finalement l'origine d'une légende. Spartacus est bel et bien mort au combat face à Crassus, ça, les sources sont claires là-dessus. Donc on peut dire une révolte pour rien. Pour les Romains, comme je l'ai dit, Spartacus demeure un brigand. C'est synonyme d'homme violent, c'est quand Cicéron veut insulter ses adversaires, il les traite de Spartacus, donc c'est pas flatteur. Donc à la suite de cette révolte, l'esclavage demeure. À peine 20 ans plus tard, César va ramener 1 million d'esclaves de Gaule. Donc à aucun moment la révolte de Spartacus n'a induit les Romains à abandonner l'esclavage. Pas plus que la gladiature, mais c'est peut-être la seule conséquence de cette révolte de Spartacus. C'est que la gladiature, qui était contrainte jusque-là, moi je parle carrément même de déstockage d'esclaves dangereux par le biais de ces spectacles qui ont du succès, eh bien les Romains vont passer de la gladiature ethnique à une gladiature technique, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus d'armaturés qui n'auront plus une vocation à évoquer des peuples vaincus, mais à évoquer des techniques de combat de plus en plus élaborées. Et ce sera des gladiateurs qu'on appellera des octorati, c'est-à-dire des libres qui ont signé un contrat pour devenir, pour un temps limité, des gladiateurs volontaires. Et évidemment, la conséquence, c'est que la mort ne sera pas systématique, sinon il n'y aurait plus de volontaires. Donc c'est une gladiature qui va continuer plus de 3 siècles au moins, et qui va générer beaucoup d'argent, c'est à l'époque où on va construire les amphithéâtres. Curieusement, l'amphithéâtre est inventé juste après l'époque de Spartacus. Le premier, il est à Pompéi, il date de 70 à peu près, et il y en aura partout dans le monde romain. Donc le mythe, lui, viendra beaucoup plus tard. Alors le mythe, il est déjà au XVIIIe siècle. Voltaire en parle, il dit que c'était peut-être la plus juste des guerres, voire la seule guerre juste, la guerre de Spartacus. C'est le héros préféré de Marx. Les spartakistes, donc les révolutionnaires allemands de 1918, le prendront comme emblème. Mais tout ça, évidemment, c'est une relecture des sources. C'est une relecture donc, des sources avec les lunettes du XVIIIe, du XIXe et du XXe siècle. Alors, il y aura bien sûr le film de Kubrick, qui n'est que la conséquence, finalement, que la suite des romans que je vous ai cités précédemment. Il y en a eu beaucoup d'autres de romans. Et donc, ce péplum, qui est sûrement le meilleur des péplums, va donner cette image presque christique, presque, finalement, d'un Spartacus qui est un Moïse qui emmène son peuple vers une quelconque terre promise. C'est évidemment une image qui est assez loin de la réalité. Spartacus était finalement bel et bien un guerrier de son temps. Alors, dans le mythe aussi, on va peut-être rajouter une petite pierre. Il se trouve qu'à Nîmes, je m'occupe depuis bientôt 10 ans donc, d'une reconstitution historique chaque année dans les arènes de Nîmes. C'est donc à la fin du mois d'avril où on réunit 500 reconstituteurs et chaque année on met une thématique. Alors on a eu Hannibal, on a eu Cléopâtre, on a eu Boudica l'année dernière et ça a beaucoup de succès. En 3 jours on a 34 000 spectateurs. Vous voyez, c'est pas une image qui est montée, hein, c'est des vrais gens. Et donc c'est quelque chose qui marche bien et cette année donc on va présenter donc Spartacus et la véritable donc, histoire de Spartacus. Donc ça va
comme d'habitude, un peu choquer les gens. Mais l'idée des grands jeux romains, c'est justement de montrer l'histoire romaine avec les yeux des Romains. On est en 122 après Jésus-Christ, on sait que l'empereur Adrien est venu à Nîmes, et donc on imagine ce qu'il a pu offrir comme spectacle, des combats de gladiateurs, ça y en a chaque année, c'est un peu ma spécialité, mais aussi donc des pages d'histoire vues du point de vue romain, et donc justement ça permet aux gens de réfléchir un peu à cet élément-là, ce qu'on appelle l'histoire vivante. C'est une façon de valoriser le patrimoine, de rendre l'histoire donc accessible au plus grand nombre et de poser des questions avec justement l'appui de ces groupes de reconstitution. Il y en a 30 groupes qui viennent de France et d'Italie. Donc Spartacus, c'est bien un homme libre, c'est sûr, un homme bien réel. C'était surtout donc un homme de son temps, plus qu'un révolutionnaire, quelqu'un qui a refusé donc le sort qui lui était réservé, de mourir dans l'arène, sur le sable de l'arène, pour le plaisir des Romains. Il a préféré mourir les armes à la main, et ça, comme le disent les Romains, il a eu une vie d'esclave, mais il est mort comme un général. Le mythe, après, bien sûr, a transformé la réalité, mais il n'en demeure pas moins que Spartacus demeure un homme historique, un personnage historique important, qui mérite justement qu'on essaye de voir la réalité derrière la légende. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment Éric Tessier pour cette magnifique présentation qui couvre l'essentiel des aspects de la gladiature. Nous avons 15-20 minutes pour ouvrir la discussion, poser des questions, entrer dans les détails sur les origines de la gladiature, sur les techniques, tout ce que vous avez envie, vous pouvez le demander. Oui. Christophe. Une question, vous avez montré des corps magnifiquement bodybuildés. Alors oui, je vois tout à fait ce que vous évoquez. Et il est question justement, c'était à Éphèse, en Turquie, on a retrouvé donc des squelettes qui n'étaient pas très loin donc d'un lieu de spectacle, d'un théâtre, mais qui servait justement pour les combats de gladiateurs. On a retrouvé pas mal de stèles de gladiateurs dans cette ville de Turquie, qui a un très très beau patrimoine. Et il y a une équipe de chercheurs autrichiens, notamment quelqu'un qui faisait de la médecine légale, et qui avait étudié ces squelettes, alors qui a trouvé justement des traces de coups sur certains de ces squelettes, qui pouvaient justement s'apparenter à des traces d'armes de gladiateurs. Et d'après l'étude des squelettes, il en a déduit que effectivement le gladiateur était grassouillé. Bah écoutez, je suis franchement pas d'accord. Alors d'abord, rien ne nous dit que tous ces squelettes appartiennent tous effectivement à des gladiateurs. C'était pas vraiment des squelettes en connexion, c'était des ossements qui avaient été jetés là dans une sorte de fosse commune. Et si certains donc effectivement sont morts par des coups d'armes blanches, tous ne le sont pas. Il peut y avoir justement là-dedans des condamnés, il peut y avoir des bestiaires, il peut y avoir finalement des gens qui n'étaient pas tous forcément des gladiateurs professionnels. Alors, comme il a été dit, moi j'ai pratiqué en mon temps l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire on faisait du combat de gladiateurs. L'idée c'est quoi? C'était d'abord, ça passe par la reconstitution historique. On reconstitue précisément les différentes armatures, on les fait s'opposer. Il y a un entraînement avec des professeurs d'arts martiaux et on comprend justement quelle est la nature de ces combats. Surtout, en fait, on a exploré surtout la gladiature du Haut Empire, celle que j'appelle technique. On s'aperçoit que c'est une question de souffle, parce qu'à cette époque-là, on a des casques qui recouvrent complètement le visage. On a un armement qui n'est pas très lourd, mais qu'il faut utiliser de manière extrêmement dynamique. On court beaucoup, on s'oppose beaucoup, il y a des chocs quand même qui sont assez durs. Donc on imagine mal un gladiateur obèse qui pourrait courir derrière un rétiaire. Je pense que de battre son cœur s'arrêterait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est très important, c'est très intéressant l'intervention justement de médecins, l'intervention de sciences dites dures dans l'archéologie. Ça fait comprendre beaucoup de choses. Mais si on ne met pas vraiment dans le contexte des choses, si on n'interroge pas, si on n'a pas une approche critique finalement de ce corpus de sources, en l'occurrence des ossements humains, on risque de passer à côté. Je me souviens justement quand c'est sorti, on
pratiquait à cette époque-là, enfin je pratiquais, il y en a d'autres qui continuent maintenant, l'archéologie expérimentale des gladiateurs, et puis on se moquait de nous, ah mais non, mais voilà, pourquoi vous vous embêtez à faire des footings, en fait il faut manger gras pour être gladiateur. Très franchement, je ne pense pas. En plus, il n'y a pas eu d'autres éléments qui auraient pu corroborer cet unicum, quoi. Il n'y a vraiment eu que ce cas-là. Voilà. La réponse que je peux faire. Autre question? Oui. Oui, j'ai une question moderniste, ancien moderniste que vous êtes. Repenti. Après la fabrication aussi du mythe de ce Spartacus romantique, auto-révolutionnaire. Vous avez cité Voltaire autour de 1750 et Smart un siècle plus tard. Entre les deux, il y a la Révolution française qui aime beaucoup la figure rhétorique néoclassique. Est-ce que simplement Spartacus existe dans les références révolutionnaires? On a l'impression qu'il est complètement... À ma connaissance, non. Et pourtant, Dieu sait si les révolutionnaires français sont imprégnés de références classiques. Il y a tous, je veux dire, on connaît Gracchus Babeuf, par exemple, qui se prennent des noms de Romains. Quand Robespierre tombe, tout le monde le traite de Catilina, donc les références sont là. Spartacus, à ma connaissance, n'est pas une référence, parce qu'il n'est pas très connu encore. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui sort véritablement du lot. Sur les sources antiques, il n'est pas très souvent cité, donc on va plutôt chercher des références chez César, chez Pompée, chez Catilina, parce que là, ils sont bien connus des révolutionnaires. À ma connaissance, il y a pu y en avoir, hein, je n'ai pas fait une étude exhaustive là-dessus, mais la première finalement redécouverte de Spartacus, c'est une pièce de théâtre de Saurin qui a été popularisée par Voltaire, qui en a fait justement un peu le symbole de la lutte au XVIIIe siècle des esprits éclairés contre l'esclavage, en disant voilà, finalement cet homme a montré le modèle. C'est plus tard finalement que Marx surtout finalement va développer, on va dire, le propos justement de Spartacus, du passage finalement d'une société esclavagiste à une société, donc à un capitalisme plus bourgeois, donc, et pour lui Spartacus est son héros préféré parce qu'il montre justement peut-être un peu les contradictions de ce système esclavagiste. Donc, et après donc ça va continuer, c'est vraiment le XXe siècle qui fait apparaître Spartacus. Mais ça serait intéressant de voir s'il y a des occurrences de Spartacus dans le discours révolutionnaire. Je ne les connais pas, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu à ce moment-là. Oui. Non, alors le laniste, c'est un intermédiaire. Eux-mêmes ne s'appellent pas lanistes, ils s'appellent négociants en gladiateurs, c'est plus joli, quoi. Donc c'est que marchand de viande. En fait, c'est des impresarios quelque part, donc ils ont des troupes qui proposent donc à des gens qui ont besoin de ça. Alors les gens, ça peut être, c'est essentiellement des hommes riches, des notables qui vont faire ça pour des combats funéraires. De plus en plus aussi, il y a une gladiature qui est utilisée pour un usage politique, c'est-à-dire que lorsque l'on est édile, par exemple, ou que l'on veut être édile, il est de très bon ton d'offrir à Rome des combats gladiateurs très importants. Et il faut en général faire mieux que celui qui était passé l'année précédente. Donc il y a une surenchère pour dire, voyez comme je suis généreux, élisez-moi, vous allez voir avec moi, il y aura des combats tous les jours. Enfin j'exagère mais à peine. Donc le laniste est là pour fournir une demande qui est en expansion. Donc lui il est juste intermédiaire, lui il achète des esclaves de base, il les transforme en gladiateurs dignes de ce nom, pour faire des combats qui ne seront pas du grand guignol comme ce que l'on voit généralement sur les films. Et après, il touche son argent. La différence, après Spartacus, c'est qu'il faudra rétrocéder 25% de la somme aux gladiateurs, parce qu'il faudra les intéresser au combat. Donc c'est à ça qu'a servi finalement Spartacus, de rendre la gladiature professionnelle, de la rendre nettement moins sanglante, je pense, et de permettre aussi au système gladiatorien de se perpétuer encore pendant 3 siècles. Mais avec toujours le laniste qui est un entrepreneur intéressant, qui c'est un personnage à la fois méprisé, rejeté comme un croque-mort ou un marchand d'esclaves, mais quelqu'un qui dans cette société-là justement permet la présence de ces spectacles un peu partout, quoi. Probablement, on devait leur donner une nourriture donc, qui pouvait être finalement compatible avec un entraînement extrêmement intensif. On a un médecin qui s'appelle Galien au IIe siècle, qui parle justement des gladiateurs, même si on n'a
perdu les parties de son œuvre qui devaient justement l'évoquer davantage. Galien, il a été justement médecin des gladiateurs à Pergame, et qui justement pendant 3 ans était là pour soigner les gladiateurs blessés. C'était important parce que c'était des bêtes à combat, puis c'était des stars. L'idée, c'était pas qu'il meure, justement. Donc, lui, il se vantait de dire, pendant les 3 ans où j'étais donc médecin, il y en a seulement 2 qui sont morts de leurs blessures. Pour lui, c'est un grand titre de gloire. Et il parle justement de régime alimentaire pour pouvoir justement accompagner cet entraînement qui est certainement extrêmement intensif. Hein. C'est de l'ordre véritablement peut-être de nos rugbyman maintenant ou de boxeurs professionnels. C'est des gens qui s'entraînent tout le temps, pour donner justement dans un combat qui est très court, à quelque chose qui est intense et qui donne le beau geste. C'est ça qu'attendent les Romains. Puis surtout le courage, la mort en face. Bon, c'était le titre d'un des livres que j'ai consacré à la gladiature. C'est ce que les Romains attendent. Le gladiateur, même vaincu, va voir la mort en face, va regarder la mort en face jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où, si on le condamne, mais il saura mourir avec grâce et courage. Donc voilà, il y a toute une organisation autour de ça. Et effectivement, oui, l'alimentation, il joue son rôle. C'est pour ça qu'être gladiateur volontaire, dans une époque où l'espérance de vie était limitée, où les gens qui n'ont pas de protecteur ont beaucoup de chances finalement de mourir assez jeunes, ça peut être une option pour certains parce qu'ils sont vraiment choyés pendant les mois ou les années qu'ils passent dans leur ludus. Voilà. Oui. Ou est-ce qu'on peut voir d'autres pistes, d'autres éléments qui font que même pas vraiment une question maintenant tout le monde, est-ce qu'on pourrait peut-être améliorer les conditions de ces gens et ça Pardon, la fin est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer les conditions de vie de ces gens pour que ça jamais. Oui, alors, bon, il y a plusieurs... Non, il n'y a pas de remise en cause du système esclavagiste. Pour la plupart des gens de l'Antiquité, pas seulement les Romains, l'esclave est un outil animé, quoi, point barre, quoi. Je veux dire, c'est un bétail qui parle, quoi. Donc, ils le disent explicitement comme ça. Un esclave doit ou dormir ou travailler, sinon il se met à gamberger, c'est pas bon. Donc, alors le truc aussi, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de, surtout à cette époque-là, il n'y a pas de problème de stock. Au contraire, il y en a presque trop, quoi. Je veux dire, César qui ramène 1 million de Gaulois en 8 ans, donc sur les marchés de l'esclavage, ça devait plus coûter bien cher, quoi, les esclaves à cette époque-là. Donc, il n'y a pas de problème pour alimenter ce système-là, et on ne se pose pas la question d'en mettre un autre. Par exemple, bon, c'est l'exemple, on a un gars qui est un grec d'Alexandrie, qui a inventé la machine à vapeur, quoi, Héron d'Alexandrie. Il a fait ça pourquoi ? Finalement, pour faire rigoler les copains, quoi. Je veux dire, voilà, il avait inventé la machine à vapeur. J'imagine la scène, il montre ça à ses copains, à quoi ça sert ? Rien, c'est juste rigolo, quoi. Il va l'utiliser pour faire un truc, il va l'utiliser pour faire ouvrir les portes d'un temple par magie, quoi. Donc vous voyez le truc, bon, les Anglais, eux, ils feront des machines pour faire du textile, ça c'était autre chose. Non, pourquoi ? C'est pas la peine, il y a des esclaves, ça a toujours fonctionné comme ça, pourquoi changer la chose ? En même temps, il va y avoir un moment donné où on va légiférer, à Rome en tout cas, pour améliorer, notamment au IIe siècle après Jésus-Christ. Mais pourquoi ? Parce que c'est une époque où Rome n'est plus expansionniste. Rome a un empire qui est installé, et l'esclave va devenir relativement plus rare, parce qu'on ne va plus le chercher à la source. Il faut l'acheter à d'autres barbares qui vont le vendre aux Romains. C'est plus cher, donc du coup on se dit oui, il faut quand même pas trop abuser, la ressource n'est pas indéfinie, donc c'est à partir de là seulement qu'on commence à améliorer un petit peu on va dire la vie des esclaves, les protéger un peu mieux par la loi. Mais c'est pas, là encore, c'est pas par ce qu'on pourrait appeler de l'humanisme maintenant, c'est par une nécessité. Bon, voilà, le système est comme ça, il fonctionne très bien, ils ont intellectuellement tout à fait les moyens de mécaniser, quoi. Ils ont fait des choses tout à fait extraordinaires, les Romains, sur le plan mécanique, mais le consacrent par exemple à des spectacles. C'est très complexe, la machinerie qu'il y a autour des amphithéâtres, des théâtres, pour faire apparaître justement des gladiateurs ou des bêtes comme ça sur la piste avec des tas de décors. C'est quelque chose qui est très compliqué, mais ils l'utilisent pour ça, pour la production. Ils ont des petites mains, ils ont des bras, et donc ça fonctionne comme ça.
c'est pas évident de passer d'un système à l'autre. On le voit au XVIIIe siècle. L'Angleterre a mécanisé donc très tôt. La France beaucoup plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y a une main-d'œuvre abondante en France. Moi, je viens d'une ville, Nîmes, qui était une grande ville manufacturière au XVIIIe siècle, avec une élite intellectuelle, mais on n'a pas le besoin de mécaniser, parce qu'il y a plein de paysans qui crèvent de faim tout autour, dans les Cévennes, dans les montagnes. On leur donne un salaire de misère. S'ils ne sont pas contents, ils retournent dans leur montagne. Il y en aura d'autres pour les remplacer. Et donc, de là, l'industrie manufacturière française, qui produisait autant, sinon plus que l'anglaise, a eu une révolution industrielle de retard, parce que voilà, c'est toujours la nécessité, l'obligation qui fait changer de système. Donc pour les Romains, ils ne se sont pas posé cette question-là. Je vois à quel point, par rapport à tout ce qui est jeu du cirque et jeu de spectacle, vous allez combattre des animaux contre des gladiateurs. Alors justement, ça fait partie des très nombreuses idées reçues qu'il y a sur la gladiature. Un gladiateur, par exemple, déjà pour bien comprendre, on a, enfin en tout cas moi je les ai étudiés, on a des centaines de stèles de gladiateurs. Il n'y en a pas un qui dit « j'étais gladiateur ». Pas un. Ils disent tous « j'étais Thrace, j'étais Rétiaire, j'étais Sécoutor, j'étais Myrmillon, j'étais Provocator ». Ils disent tous leur armatura, c'est-à-dire leur technique qu'ils ont développée dans leur carrière. Donc ça, c'est un monde bien particulier. Et quand on a des entraîneurs, j'ai jamais eu d'entraîneur de gladiateurs. C'est des doctores de Thrace, de Myrmillon, c'est vraiment très spécialisé. Le gladiateur ne va jamais combattre contre un animal. Il va combattre toujours contre un autre homme. Et le Thrace ne va pas combattre contre un Rétiaire. Le Thrace va toujours combattre contre un Myrmillon. Les combats d'animaux, ça existe, c'est le matin. C'est les venatores, c'est-à-dire les chasseurs, qui sont des professionnels, mais qui sont beaucoup moins finalement célèbres, appréciés, adulés que les gladiateurs. Je le vois parce que j'ai beaucoup moins de stèles de venatores que de gladiateurs. Donc il y a cet aspect-là. Donc il y a c'est une identité finalement de lieu. Ça se passe dans l'amphithéâtre, dans les deux cas. Les chasses le matin, hommes contre animaux ou animaux entre eux. Il y a les méridianistes, c'est-à-dire à midi, c'est les condamnés à mort. Alors là, on va imaginer tas de trucs pour les condamnés à mort. On va imaginer le gars qui va faire le mythe d'Icare, quoi. On va le suspendre à un câble au-dessus, puis on coupe la corde, il va se scratcher comme ça sur la piste. Ah, quel acteur, c'est bien joué. Bon, c'était le rôle de sa vie, hein, évidemment, donc il n'y en aura pas deux. Mais ça, à la limite, les Romains, c'est pas leur truc. C'est bon, voir un gars se faire écharper, bouffer par des lions. C'est le moment à midi où ils sortent pour aller manger des saucisses autour de l'amphithéâtre, quoi. Donc et justement, Claude, on Suétone souligne qu'il est cruel parce que lui, il reste à midi pour voir ça, quoi, alors que pour les autres, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, il y a une identité de lieu, mais on fait des choses différentes et qui sont toujours très, très normalisées, quoi. Normées, on va dire. Voilà. Oui. Oui. Est-ce qu'on sait d'où sort le Rétiaire? L'idée de faire combattre complètement avec un trident, c'est quand même assez rare sur un champ de bataille antique. Ah, complètement. Alors le Rétiaire, lui, il est très intéressant. On a dit beaucoup de choses et souvent beaucoup de bêtises sur le Rétiaire. Pour avoir combattu le Rétiaire pendant quelques années, croyez-moi, c'est une sale bête. Donc effectivement, le Rétiaire, lui, il a vraiment été créé quasiment, enfin pas tout à fait ex nihilo, mais lui, il n'a pas d'ancêtre guerrier, quoi. C'est-à-dire qu'on l'a créé pour le spectacle. Un gars qui a un trident, un filet et une dague, bon, on combat pas. Mais il y a quand même une histoire que raconte Strabon à une époque archaïque où deux rois, donc en Grèce, s'étaient provoqués en duel avec le choix des armes. L'un qui arrive avec le grand bouclier rond, le casque et la lance, et l'autre qui arrive avec un filet et un trident. Et c'est lui qui l'emporte. Et justement, on va dire, ah, mais c'est pas normal, c'est quoi ces armes? C'est pas des armes de combat. Et je pense qu'à l'époque, justement, le premier Rétiaire attesté, je l'ai vers 25 avant Jésus-Christ, donc au moment où ça se met en place, la gladiature technique, il y a sûrement eu un laniste qui a dû lire ce texte de Strabon, ou un autre, ou le texte original, en disant, ah, mais tiens, ça serait une bonne idée, tiens, on va faire ça. Alors, j'imagine le gladiateur qui dit, attends, mais chef, je vais pas faire ça. Moi, j'ai dit, moi, il me faut, si j'ai pas un bouclier, comment je fais? Mais moi, je veux au moins un casque. Et la première représentation de Rétiaire, le mec, il a un casque, il a une cotte de maille, il a des jambières de Thrace jusque-là, il a un trident et un filet. Bon, après, ils ont dû tout de suite, il n'y a qu'une seule image comme ça, c'est la première.
Ils ont dû comprendre, mais non, la réalité du rétiaire, la force, c'est qu'il est extrêmement mobile. Lui, il n'a pas un casque qui lui ferme la vue, qui l'étouffe, il n'a pas de bouclier, mais en même temps, il a un trident qu'il va utiliser à 2 mains. Et ça frappe, un trident, ça fait mal. J'ai laissé une côte une fois. Donc après, j'ai vraiment bien utilisé mon bouclier. Là. Jamais plus je me suis fait avoir. Après, c'est moi qui cassais les tridents. Donc il y a vraiment eu là une création ex nihilo, on peut dire, d'après en tout cas une légende, pour faire un combattant d'élite, et pas du tout le combattant pauvre qu'on a parfois dit. Et en fait, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va lui mettre en face. Parce que bon, on a mis des myrmillons, mais là, le myrmillon, il a un grand casque avec plein d'aspérités. Le filet s'y accrochait tout de suite. On a mis après des grilles pour protéger le visage. Alors ça va contre un coup de dague, mais un coup de trident à deux mains, la grille, elle explose. Donc ils ont créé le sécoutor, donc l'anti-rétiaire, on l'appelait comme ça au début, puis c'est devenu le sécoutor, celui qui poursuit, qui a une tourelle de char sur la tête, quoi. C'est un blindage, il y a juste 2 yeux comme ça pour voir, il n'y a pas d'aération, c'est une horreur. Courir avec ça, je vous dis, c'est pas un cadeau. Là, à l'époque, j'étais motivé pour faire du footing, hein. Et surtout, il y a un cimier qui est vraiment qui a été créé pour pouvoir absorber le filet, le faire glisser, parce qu'il n'y a aucune aspérité. Donc voilà, c'est vraiment la création d'un gladiateur de technique, de spectacle, redoutable, et on a mis du temps pour forger son adversaire, et après ça a été le couple star, quoi. Le rétiaire sécoutor, c'est celui qu'on voit le plus au IIe siècle. Donc c'est ce que j'appelle la gladiature technique, ça, proprement. Bien, nous sommes arrivés à la fin du temps qui nous était imparti. Je remercie encore une fois Eric Tessier. Merci à vous. On ne savait pas qu'on avait un spécialiste de l'arène. Ah bah oui, il faut mettre la main à la pâte. Hein, voilà, pour... Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Oui. Ah oui, alors pour ceux que ça intéresse, donc la 9e édition des Grands Jeux romains de Nîmes, c'est le 28, 29 et 30 avril aux arènes. Il est conseillé de réserver, parce que même s'il y a 36 000 places, elles risquent d'être prises. En tout cas, c'était le cas l'année dernière. Donc vous pouvez vous renseigner, vous pouvez regarder, vous tapez Grands Jeux romains sur le net, vous verrez énormément d'images, de vidéos. Et donc, bon, vous tapez Arène de Nîmes pour la réservation, elle est en ligne, vous pouvez la voir sans problème. Donc voilà, c'est un spectacle historique certes, mais je mets en avant le fait que c'est une reconstitution. C'est pas des intermittents du spectacle qu'on déguise pour l'occasion, c'est des gens qui font de la reconstitution tout au long de l'année, qui ont réalisé généralement eux-mêmes leurs costumes, qui s'entraînent dans des groupes constitués en Italie et en France, à peu près moitié-moitié les 2 pays. Et il y a aussi surtout un personnage, pour ceux qui vous verrez, pour ceux qui viendront, c'est le praeco. Ça aussi, je n'en ai pas parlé, mais c'est un personnage important dans la gladiature. C'est le crieur public, c'est-à-dire c'est celui qui est là pour chauffer la salle. C'est un peu le monsieur loyal du cirque. Et le praeco, en l'occurrence, dans les Grands Jeux romains, donc c'est un prof d'histoire. Bah oui, de drôle de spécimen à Nîmes. Donc il peut justement, en étant du point de vue romain, faire passer donc un message, faire comprendre au public ce qui se passe, leur donner un peu les clés de lecture. C'est pour ça, c'est l'intérêt des Grands Jeux romains. C'est spectaculaire de fait, parce qu'on ne pourra jamais faire des spectacles aussi spectaculaires que les Romains, mais surtout, il y a une vocation didactique. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pense que vous ne serez pas déçus du voyage. Puis Nîmes et la région est une très belle ville à visiter, avec beaucoup de patrimoine gallo-romain tout autour.